Regardez autour de vous. Vous ne le voyez pas? Pourtant il est là, tout proche. Il peut facilement s'infiltrer dans votre espace privé. Il peut même vous toucher sans que vous vous en rendiez compte. On devient vite parano, non? On n'échappe pas aux insectes. Et quand on se rend compte de l'invasion, il est déjà trop tard. Lors de notre mort, ce sont eux qui se chargeront de nous faire disparaître. Ils se relaieront pour mettre notre corps en charpie. La plupart du temps, il fait partie du hors-champ. Et quand nous l'apercevons, l'insecte provoque une peur primitive. Dans certaines régions du monde, il peut être très bien vu, comme une nourriture, une médecine ou simplement un bon présage. Mais chez les Occidentaux, on apprend à les craindre dès l'enfance. En réalité, on doit bien admettre qu'on les connaît très mal, et qu'on ne cherche pas spécialement à s'intéresser à eux. D'ailleurs, ils nous inspirent bien peu d'empathie ou de compassion. Beaucoup d'entre nous n'hésiteront pas à tuer l'insecte pour sa seule présence, même s'il ne représente aucun danger. Comme souvent, notre méconnaissance engendre des peurs, des croyances et beaucoup d'anthropocentrisme. Comme n'importe quelle source de peur, les insectes ont inspiré tous les domaines de l'art et de la culture. On peut avoir en mémoire l'odieuse fourmi de La Fontaine, ou peut-être cette sauterelle de Dali, ou encore cette air de Polnareff. Je suis roi des fourmis, misanthrope et petit, tyrannique et gentil. Pas d'impôt sur la vie, vision d'un paradis, 10 000 sauvés petits. On se rappelle du cafard isolé de Kafka, et même la logique des jeux vidéo, qui consiste à parcourir une antre remplie de petits ennemis pour arriver jusqu'à la reine, le boss final. Bien évidemment, il existe un nombre infini d'œuvres qui utilisent les insectes. Quant à l'horreur, on pensera par exemple à la toile d'araignée. C'est un pilier, si je puis dire, de la maison hantée, un véritable symbole horrifique. Lorsque les insectes sont présentés de façon positive, ils sont souvent extrêmement humanisés. Par exemple, ils marchent sur leurs deux pattes et ont un visage. Sympathiques et bienveillants, ces insectes supposent aussi la fragilité. Mais si l'animal et l'homme fusionnent, alors c'est différent, comme Spider-Man, qui prend le risque de partir de l'insecte pour arriver au statut de surhomme. On peut aussi citer Mosra, qui est un monstre sympa en règle générale, et la déesse de la nature. Au cinéma, les insectes sont les représentants d'une nature vengeresse, capable d'être dévastatrice pour l'homme qui a voulu abuser d'elle ou qui a cherché à la transformer. Il y a régulièrement un parallèle entre les insectes et la catastrophe naturelle. L'idée du ravage est importante. Ils détruisent tout sur leur passage. L'image de Nausicaa de la vallée du vent, avec l'avancée meurtrière des houmous, en est un bon exemple. C'est à cause de la surexploitation des ressources naturelles que ces insectes ne trouvent pas la paix. Mais c'est bien la responsabilité des hommes qui est le plus souvent mise en avant. Ce qui déclenche la fureur des insectes dans les films, c'est aussi lorsque l'humain vient les déranger sur leur territoire. C'est alors qu'ils s'extirpent de la glace, qu'ils surgissent de la forêt, ou encore qu'ils débarquent depuis les profondeurs souterraines. Les insectes dévorent la chair des cadavres. La présence de larves indique une possible putréfaction. L'accumulation des mouches se fait souvent proche d'une ordure ou d'un corps, et je ne mets pas ces deux mots à côté par hasard. Les bêtes vont se succéder pour venir dépioter notre corps, devenu simple matière putride. Nous retournons à la terre en devenant leur proie. Dans les films, les insectes sont les compagnons des cadavres, mais aussi du zombie, parfois de la jeune femme en décomposition. Les mouches traduisent la présence de la mort, comme le nuage noir dans Hérédité, qui présage la découverte du corps. Dans Thanatomorphose, les vers s'accumulent sur le corps en putréfaction, et le bourdonnement des mouches amplifie la sensation de malaise, et l'envie que le calvaire prenne fin. Dans les films d'horreur, les insectes sont soit une colonie particulièrement agressive, soit un ou quelques spécimens dotés d'une taille gigantesque. On fait face à l'armée qui grouille, ou à l'arme imposante. Dans les deux cas, il y a toujours quelque chose d'assez militaire. L'insecte est imprévisible. C'est un jumpscare à lui tout seul, puisqu'il peut rester immobile durant longtemps, puis bondir soudainement ou se précipiter vers nous. On ne peut pas anticiper son mouvement, irrégulier et vif. Le fait de n'avoir aucun contrôle sur eux nous fait perdre tous nos moyens. Non seulement il est instinctif, mais en plus il ne ressentirait pas la douleur. L'insecte, comme le soldat, est préparé pour le combat, que ce soit pour attaquer ou chasser. Il existerait même des techniques de torture où les insectes auraient été utilisés.
Si le personnage de Candyman a la cage thoracique et le visage recouvert d'abeilles, c'est parce qu'il est mort sous leur piqûre. Lors d'un lynchage, son corps aurait été enduit de miel et ses bourreaux auraient lâché des abeilles sur lui. Le film Les insectes de feu montre des cafards qui sont capables de brûler tout ce qu'ils touchent. La comparaison avec l'arme ou l'outil de torture est très claire. On remarque que les insectes qui semblent former une armée sont plus présents dans les films qui mettent en scène des combats ou des affrontements. Donc pas forcément dans les films d'horreur, mais plutôt les films d'aventure ou fantastiques. Les insectes sont des monstres cultes du cinéma d'horreur, et ils ont inspiré de nombreuses autres créatures imaginaires. Leur monstruosité vient du fait que leur physique et leur rapport à l'environnement soient si différents du nôtre. Ce que j'ai vu, c'est une araignée. Une quoi? Vous avez bien compris, monsieur. J'ai vu une araignée géante. Comme la plupart des films d'animaux tueurs, les films d'insectes représentent un sous-genre de l'horreur. On retrouve donc de nombreuses références aux films pionniers de ces sous-genres, comme Les Dents de la Mer ou Les Oiseaux, avec par exemple la vue subjective, ou encore l'accumulation des animaux avant l'attaque, sans que les protagonistes s'en rendent compte. Donc, les insectes, devenus particulièrement agressifs, sont soit très nombreux, soit géants, mais dans tous les cas, leur comportement a été altéré, que ce soit par une substance chimique, parce qu'ils ont été dérangés, ou encore parce qu'ils furent le résultat d'une expérience scientifique qui a mal tourné. C'est toujours le thème de l'homme et de son rapport à la nature qu'il ne considère jamais assez productive, et donc de sa course au progrès constant. La plupart de ces films ne prétendent pas un discours profond, mais il y a toujours un message plus ou moins écologique, ou critique envers la surproductivité et notre égoïsme. La Seconde Guerre mondiale et la guerre froide ont imposé la peur du nucléaire, alors dans les années 40 et 50, les films d'insectes sous-entendent que la catastrophe a été provoquée par cette énergie, ou d'autres déchets chimiques, qui auraient rendu les insectes immenses. Le film le plus connu et pionnier du genre est Zem. Il sort en 1954, la même année que Godzilla. Les deux films se ressemblent et abordent les mêmes sujets. Le thème des déchets toxiques revient à chaque décennie, puisque l'exploitation de notre environnement est toujours une peur présente, et les prises de conscience tardives vont probablement l'amplifier avec le temps. Enfin, il y a de nombreux films qui abordent les modifications génétiques. Cela aussi traduit une peur de la science, au service du capitalisme, qui cherche toujours plus de performance. On peut remarquer que les insectes sont la première inspiration des extraterrestres. Dans le langage courant, on parle d'ailleurs des petits hommes verts, ou encore d'invasion extraterrestre, comme de l'invasion des insectes chez soi. On les représente souvent semblables aux insectes, avec leurs yeux immenses et leur peau à la couleur froide. L'alien de Ridley Scott a de nombreuses similitudes avec les insectes. Il passe de l'œuf à l'état de larve, et cette larve est un parasite qui nécessite un hôte pour évoluer. On peut aussi évoquer le fait qu'il y ait une reine alien, comme la reine des fourmis par exemple. C'est donc des extraterrestres qui mêlent la peur de l'envahissement avec celle de la pénétration du corps et du parasite. Dans The Thing, l'extraterrestre a aussi besoin d'un hôte pour se développer, et il doit parasiter, voire contaminer un porteur pour pouvoir exister et grandir. À un moment, on remarque que la créature prend clairement la forme d'une araignée. On constate que parmi les films d'insectes, un grand nombre les fait venir de l'espace, ou bien l'espace est la cause de la transformation des bêtes. Comme les créatures dans La menace des fourmis tueuses, l'effet des radiations cosmiques sur celle de Monster from Green Hell, ou encore l'invasion des araignées géantes par des géodes qui tombent du ciel et qui sont remplies de diamants et d'araignées mortelles. Pour les religions, les insectes sont en général un symbole de l'enfer. En islam, les insectes seraient présents en enfer afin d'y châtier les habitants. Pour évoquer les insectes des ténèbres, nous devons présenter le seigneur de tout ce qui vole, Belzébuth. Belzébuth est un démon, un des princes de l'enfer, et il aurait l'apparence d'une mouche. Comme les insectes, il propage des épidémies et détruit les récoltes. On retrouve très souvent les insectes comme une symbolique des ténèbres, le signe que l'enfer arrive sur Terre. Par exemple, dans l'au-delà de Fulci, le film raconte ce qu'il se passe sur Terre lorsqu'une des 7 portes de l'enfer a été ouverte. Et il y a cette scène très marquante avec les araignées anthropophages. Dans Hellraiser, ce sont les divers insectes et vers que l'on trouve dans la barbe du gardien de la boîte de Le Marchand. Cet homme est un démon qui est chargé de faire en sorte que les boîtes soient transmises et ouvertes. Le film de Carpenter, Prince des Ténèbres, raconte l'arrivée sur Terre de Satan et la renaissance de son fils.
les insectes sont un mauvais présage. L'accumulation des vers sur la fenêtre, et surtout la silhouette de l'homme composée seulement d'insectes qui se disloquent peu à peu, sont autant de signes qui préparent l'arrivée du diable. Les insectes, dans leur apparition, sont représentés en masse, et agissant tous de la même façon. L'individualité et les émotions vont peu à peu disparaître. On trouve aussi dans ce film de nombreux SDF, qui aussi sont des symboles de l'arrivée du mal, de la masse et de ceux qui sont rejetés. Dans ces deux exemples, Hellraiser et Prince des Ténèbres, les insectes sont mis en parallèle avec les SDF, montrés comme des nuisibles, comme les exclus de la vie sociale, qui n'ont droit à aucune empathie. On pourrait penser que la comparaison est immonde, mais pourtant, on traite les SDF comme des insectes. On essaye de les éloigner, de s'en débarrasser, de les éviter. Le parallèle est violent, mais affreusement réaliste. C'est d'ailleurs sûrement pour cela que Candyman, qui parle également d'un exclu de la société, utilise les abeilles qui arrivent des ténèbres avec leur hôte. Dans Jusqu'en Enfer, la mouche qui entre dans le corps de l'héroïne est une appropriation de son corps par le démon. Dans Mama, ou encore Don't Wake Up, ce sont les papillons qui traduisent l'arrivée du paranormal. Guillermo del Toro se sert très souvent de l'imagerie de l'insecte, pour faire monter l'angoisse, sans que ce soit forcément des films avec ce thème-là. On peut citer le film The Mist, dans lequel un groupe de personnes cherche à fuir d'un épais brouillard qui cache des créatures et des monstres des ténèbres. Et parmi elles, on retrouve des insectes géants. Et la plupart des autres monstres sont très largement inspirés des insectes, des vers et des araignées dans leur esthétique. Une autre peur que génèrent les insectes comme les films d'horreur, c'est la peur de la maladie et de la dégradation du corps. On a cette angoisse de la contamination de notre corps. Cela ramène à nouveau au concept de parasite, d'être un hôte et donc de subir une pénétration par un corps étranger. La notion de parasite, l'idée que l'insecte peut vivre sur nous, voire même à l'intérieur de nous, nous remplit d'effroi. Le parasite peut boire notre sang, manger notre chair, se reproduire entre nos poils, creuser des chemins sur notre peau, grandir dans nos intestins, bref, tout cela se rapproche beaucoup du gore. L'intrusion, c'est aussi prendre possession. L'insecte se faufile partout, dans nos foyers et sur nos corps. La colonie d'insectes peut être comparée à la horde de zombies, puisqu'elle dévore tout ce qu'elle trouve et suit ses instincts. Il y a parfois un parallèle avec les zombies, et l'idée que toutes les personnes affectées changent leur comportement pour se déshumaniser. Par exemple, dans Inest, les cafards sont capables de transformer leur hôte en une sorte de mort-vivant, afin de prendre le contrôle de leur corps. Pour le film Infested, l'invasion des insectes tueurs, ce sont des mouches qui vont venir contaminer les humains pour les occuper. Dans Creepies, c'est encore le concept du zombie, mais avec des araignées cette fois. Dans des films comme Shivers ou Horribilis, les créatures ne sont pas vraiment des insectes, mais ils ressemblent fortement à de grosses larves qui colonisent les corps et changent le comportement de leur hôte. Dans Z-Bay, les insectes se logent dans le corps de leurs victimes et les tuent à petit feu. On croit d'abord à une maladie transmise par l'eau, mais c'est en fait des insectes qui ont été contaminés par toutes sortes de déchets. Ce film d'horreur devait être un documentaire écologique à la base. Par la fiction, il veut dénoncer la pollution des eaux et les mensonges des puissants de façon bien plus marquante. C'est aussi une maladie qui va décimer les personnages de The Saw, et qui est transmise par des cafards. Enfin, on peut citer l'épidémie qui se propage en ville, dans Mimic de Guillermo del Toro. En fait, ce qui nous provoque la peur, c'est l'idée de pénétration. Et oui, car l'insecte est assez petit pour pouvoir s'introduire par nos orifices. On pense au ver dans la pomme que l'on peut ingurgiter sans le voir. On a ce fantasme que la nuit, les insectes pourraient nous grimper dessus. Et, qui sait, entrer par un des trous de notre visage pour y résider. C'est le contact avec notre peau, et dans le pire des cas, de la progression à l'intérieur de nous. C'est dans Le Silence des agneaux que le tueur infiltre des cocons de papillons dans la gorge de ses victimes. C'est là un propos important du film, qui parle sans cesse de la peur de l'intrusion, que ce soit par le corps ou par l'esprit. On comprend aussi la fascination du personnage pour les papillons, qui sont des animaux capables de transformation, ce que lui-même rêve de faire. Le film Creepshow, de Romero, se termine sur un cadavre gorgé de cafards, dans un laboratoire immaculé. Dans Éclosion, ils vont se loger dans la cage thoracique de leur hôte. Dans Dégel, comme son nom l'indique, les bêtes entrent dans les corps humains pour éviter le froid. Les insectes passent par un stade de transformation qui inspire nos plus grandes histoires fantastiques, la métamorphose. Une chenille qui devient un papillon, un ver qui devient une mouche. Tous ces insectes sont des larves avant d'être des adultes, et cette transformation est à nos yeux complètement fascinante, cette capacité à passer d'un corps à l'autre. Comme une évolution qui nous donnerait de nouveaux pouvoirs.
Mais la transformation dans le cas de l'homme, c'est aussi le cauchemar. Le livre de Kafka, La Métamorphose, présente un personnage qui se réveille un matin changé en cancrelat. Tout le monde autour de lui le rejette, il provoque le dégoût et représente une charge. C'est le portrait cruel d'un homme qui est méprisé par toutes les institutions, de son travail à sa propre famille. On retrouve parmi les films d'horreur de nombreuses métamorphoses d'un homme en insecte. Le plus connu de tous ces films est La Mouche de Cronenberg, dans lequel un homme, lors d'une expérience scientifique de téléportation, mêle son ADN à celui d'une mouche sans le savoir. Sa transformation est lente et douloureuse, le personnage s'isole de plus en plus et est très représentatif des personnes malades ou des personnes âgées qui se retrouvent seules et complètement condamnées. La Mouche est lui-même un remake de La Mouche Noire, mais dans ce film, l'homme et la mouche ont échangé leur corps et leur tête. On trouvera une histoire similaire un an plus tard avec la femme guêpe. Le film montre alors, là aussi, un personnage doté d'un corps humain avec une tête de guêpe. L'île du Sadique présente une métamorphose suite à une piqûre d'araignée cette fois. Et puisqu'on parle d'araignée, on pourrait citer Arañas Infernales, un film mexicain avec le catcheur Blue Demon. Et pour le coup, ce sont les araignées qui se transforment en humains. Bien plus récemment, le film Beat montre la métamorphose d'une jeune femme en un insecte pas vraiment identifiable. Cela est dû au fait qu'une bête l'ait piquée dans un lac après qu'elle ait trompé son petit ami. C'est comme une sorte de châtiment divin de la femme adultère, de maladie sexuellement transmissible. Et on se passerait bien de ces comparaisons. La jeune femme produit de plus en plus de fluide autour d'elle et devient très violente. Dans tous ces films, les transformations physiques s'accompagnent d'une transformation du comportement. Le personnage devient alors bestial, sanguinaire et repoussant. La scène de l'araignée dans L'homme qui rétrécit est intéressante, car la bête devient géante et monstrueuse pour le personnage, mais c'est lui qui est en constante transformation, puisque c'est son corps qui diminue. De façon bien plus positive, et pour sortir un instant de l'horreur, on remarque que pour le personnage de Spider-Man, c'est après s'être fait mordre par une araignée radioactive que Peter Parker commence à développer ses super-pouvoirs. Il vit donc bien une transformation, mais il ne subit pas une nouvelle condition physique qui le déshumanise. Il devient au contraire un super-héros, et s'élève en quelque sorte au-dessus de la masse. La majorité des films d'insectes vont montrer comment ces animaux réussissent à envahir notre espace privé et à s'introduire dans notre intimité. Il y a presque toujours une scène où les bêtes vont coloniser le lit, ou bien encore se retrouver dans ce que les personnages vont ingurgiter. C'est ici la sexualité et la nourriture qui sont directement en contact avec les envahisseurs. Leur avancée est imperceptible, et quand on se rend compte qu'ils sont là, il est déjà trop tard. C'est un scénario récurrent dans le genre, les cafards de The Nest, les araignées d'arachnophobie, les vers de Scribe, ou encore les fourmis de Hans. Tous les films que je viens de citer sont parmi les plus connus du sous-genre de films d'insectes, et ils se ressemblent beaucoup entre eux. L'envahissement des maisons provoque souvent un final en huis clos, dans lequel les héros finissent par être reclus. Ils ne sont pas sans rappeler le film Trevor. D'ailleurs, de nombreux films utilisent le mot « invasion » dans leur titre. Dans Swarm, Stung ou Les ailes du chaos, ce sont des nuées d'insectes volants qui attaquent. Ces films montrent des insectes vifs, rapides et coordonnés. Ils transmettent l'idée du ravage. Quand ils ne sont pas dans l'espace privé, donc la maison, l'insecte envahit la ville. Il sème la panique parmi les citoyens et crée des mouvements de foule. Dans les années 50, toutes sortes d'insectes géants sont exploités. L'araignée de Tarantula, la menthe religieuse dans La chose surgit des ténèbres, la sauterelle dans Beginning of the End, des fourmis dans Zem ou encore le scorpion dans Le Scorpion Noir. Plus tard, il y aura le papillon pour Mosra, et parmi les nanars d'animaux géants les plus connus, on retrouve l'invasion des araignées géantes. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Les insectes sont très souvent associés à la notion de foule. Selon Gustave Le Bon, l'individu en foule redevient primitif. La foule est un concept qui effraie les élites, puisque dans la foule, les passions se déchaînent, que ce soit lors d'un concert ou au sein d'une manifestation. Il y a des changements de comportement, une force décuplée et l'influence du groupe. C'est comme si l'individu s'était dissous au profit de la masse grouillante. Quand on parle des insectes, beaucoup évoquent une anarchie bien ordonnée. L'anarchie, c'est l'absence de chef. Et même si on parle de reine des abeilles ou des fourmis, elles ne donnent en aucun cas des ordres, ce ne sont pas des chefs. Et contrairement aux idées reçues, l'anarchie n'a rien à voir avec le chaos. Donc parler d'une anarchie bien ordonnée, c'est finalement parler d'un système qui fonctionnerait presque parfaitement, sans aucune hiérarchie, sans dominant et dominé, sans violence symbolique. On remarque d'ailleurs que les politologues communistes ont étudié l'organisation des fourmis. L'insecte est aussi une métaphore de la dureté à la tâche. On parle des ouvrières. On applique sur elles notre vision du travail, alors qu'elles ne font que se comporter naturellement. Et d'ailleurs, souvent, 50% de la colonie ne fait rien du tout.
Elles savent se répartir les tâches, mais cela ne signifie pas qu'elles travaillent toutes sans relâche. Le travail, comme on le connaît, n'est pas naturel, puisque chez les insectes, on travaille seulement si c'est utile. On travaille pour que tout le monde puisse vivre et se reproduire dans de bonnes conditions, rien de plus. Comme on dit, l'union fait la force, et les colonies d'insectes en sont la parfaite représentation. On est bien loin de l'exploitation humaine. On parle d'intelligence collective, car ils savent communiquer entre eux. Malgré certains conflits, ils forment une sorte de grande famille, et on parle même de vie en société. Ils font preuve d'altruisme, c'est-à-dire le don de soi pour l'ensemble de la colonie. Le film Phase 4 montre l'intelligence des fourmis, leur capacité à s'organiser et à vivre dans une harmonie dont les hommes ne semblent pas capables. Enfin, on pourrait aussi remarquer que de façon plus anecdotique, on retrouve les insectes pour parler de la folie, ou pour montrer un trouble psychologique. On se rappelle de la mouche dans Psychose, de ces énormes cafards à la fois machines à écrire, qui pourraient être une hallucination due à la drogue dans Le Festin nu. Ces derniers représentent la peur de la création, une création qu'il faut nourrir, mais qui effraie aussi. Les fourmis qui sortent d'une main dans un chien andalou est une vision cauchemardesque d'un film surréaliste inspiré des rêves des réalisateurs. Dans le film Bug de William Friedkin, les insectes sont un peu la base des troubles psychologiques du personnage. Pour Possum, l'araignée géante est métaphorique. Elle représente l'inceste vécu par le personnage principal, qui le poursuit dans ses cauchemars, comme dans la vie, et dont il ne peut jamais se débarrasser. L'araignée, avec ses pattes immenses, montre bien comment on peut emprisonner quelqu'un psychologiquement. C'est aussi le traumatisme tapi dans l'ombre. Pour les protéger, il faut les connaître. Si aujourd'hui on ne parle de plus en plus de l'importance des abeilles pour la nature et pour notre espèce, c'est que l'abeille, comme les autres insectes, est vitale et est un animal primordial de notre planète. Mais voilà, pour avoir envie de nous intéresser à eux et d'en prendre soin, l'idéal est de nous informer sur ce qu'ils font et sur qui ils sont. Les insectes font partie d'un monde infiniment petit, le microcosme. Un monde qui nous est complètement étranger. Le seul fait d'y penser bouleverse notre notion de l'espace. Mais il faut savoir qu'il existe un monde parallèle dans notre réalité, et il est fascinant.